Bonjour Fanta. Bonjour Yandé. Bonjour à vous qui nous suivez sur www.adionews.info et bienvenue dans votre deuxième numéro de After News. After News, c'est l'essentiel de l'information de la semaine avec des reportages, des portraits, mais aussi des discussions sur tout ce qui fait l'actualité de la semaine. Mais en attendant, voici le développement. Litige foncier, voici l'histoire émouvante d'une femme qui a bataillé pendant 15 ans pour un terrain dont elle pense être la propriétaire. Au cœur de la drogue, témoignage d'un drogué actif qui non seulement pratique, mais a pris le temps d'étudier la chose. Les enfants vendeurs d'eau, un phénomène qui prend de l'ampleur dans les rues de la capitale du Sénégal, nous en reparlerons dans le développement. Et Yana Maris Amadouba nous explique les fondements de ce mouvement et les échecs qui l'ont poussé à le quitter pour rejoindre un autre mouvement dans la même lignée. Les éco-villages, on en parle, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Des détails dans le développement. Tension post-verdict du procès de Karim Wade. Comment les femmes libérales s'étaient préparées pour soutenir leurs frères. After News sur Radio News, le développement. Depuis un certain moment, les litiges fonciers sont monnaie courante dans la région de Dakar. Malgré l'existence de lois nationales, l'anarchisme qui règne dans ce secteur génère de nombreux conflits. Maguette Diakité, présidente de l'Association de coopération des femmes africaines, nous livre ses 15 ans de bataille. Un récit signé Tourneuf Mendy. Je m'en vais, et bien je rentre des gens qui me disent mais non, on va essayer encore autre chose. Et ils me forcent, et on va, je dis ok d'accord, bon, on va encore pousser un petit coup. Elle se bat contre un serpent à trois têtes. Voilà 15 ans que Maguette Diakité se démène dans des procédures judiciaires pour faire valoir ses droits sur un terrain. Et le combat est loin d'être terminé. Le juge m'a condamné parce que j'ai traversé le titre foncier pour avoir un accès sur la grande route. Et moi, même je disais, comme mes avocats l'ont dit, et on est parti jusqu'en cassation actuellement, le droit de servitude au Sénégal, d'après ce que j'entends par mes avocats, est une chose qui est obligatoire. Quand on est enclavé, on a le droit d'avoir une sortie sur la route. Alors, maintenant, comment on peut me condamner moi, à 1 mois de prison avec sursis et 3 millions d'amende parce que j'ai traversé une route, parce que j'ai traversé un titre foncier pour avoir une route qui me donne, pour avoir un accès. Tout commence en 2000, le début du calvaire pour cette femme d'affaires qui a tout laissé en France pour venir apporter sa pierre à l'édifice. Construire le Sénégal, c'était son credo et la cause des femmes, son cheval de bataille. Une noble cause qui vire au cauchemar pour elle, la Teranga. Cette hospitalité en quoi Maguette avait confiance, cette dignité sénégalaise qu'elle a toujours vantée et qui lui ont d'ailleurs fait bénéficier de la confiance de ses camarades de France pour construire le premier centre au Sénégal de l'association de coopération des femmes africaines. J'étais la présidente, mais on pouvait faire le centre au Togo, au Mali ou ailleurs. Mais comme j'étais la présidente et que moi j'ai insisté en ce moment-là sur les, maintenant je dis ça, comment ça s'appelle, teranga sénégalais, l'adaptation que les immigrés, que les autres peuvent faire au Sénégal et tout, j'ai beaucoup misé sur ça. Et donc on a dit, donc, on va faire le centre pilote à Dakar, au Sénégal. Outil majeur de la COFA, le centre Jigéen Jëf, la femme en action en Wolof, soigne, forme et scolarise des enfants jusqu'en classe de CM2 et notamment les filles en déperdition scolaire. Sans doute la seule structure de cette importance, mais aussi certainement l'une des rares à faire l'objet d'un litige aussi complexe, une véritable impasse. Avec l'aide de l'APIX, on a eu un délibéré de la délégation spéciale. Bon, ce délibéré-là, nous, on a continué à commencer jusqu'à avoir le COD. Je suis parti le présenter à certains responsables d'ici. Alors maintenant, le moment est, c'est dans ce devenu fonto. Nous avons ay kër moom mu naan dafay tabax fii ay centre yoo xam ne kenn xamul jëli immigré yi bon bref la sauce a été changée et donc je me suis retrouvée avec la coopérative Chips qui avait acheté un titre foncier devant et qui s'est réclamé, quand j'ai sorti l'ancien Dénia, qui disait que eux aussi, le terrain aussi les appartenait, le terrain aussi les appartenait. Bon, maintenant, moi j'ai un délibéré, eux aussi ils ont prévalu un délibéré, donc on a dit on continue le truc. Donc quand on a commencé comme ça, les premiers arbres, il a commencé à avoir des petites difficultés. Quand j'ai construit la garderie, ils sont arrivés même jusqu'à casser la garderie, j'ai des photos avec moi. Ils m'ont siégé pendant 3 jours, c'est la gendarmerie de Rufisque qui est venue les prendre, on est passé en tribunal, j'ai gagné le procès. Malgré un décret présidentiel paru au journal officiel en septembre dernier et qui lui donne le droit sur ce terrain, Maguette fait face à des contradictions judiciaires, les unes plus improbables que les autres. Elle vient d'ailleurs d'être condamnée par le tribunal hors classe de Dakar à 1 mois de prison avec sursis et une amende de 3 millions de francs
francs CFA à verser à la coopérative d'habitat de la CIPS, avec laquelle elle est en conflit depuis plus de 15 ans. Pendant ce temps, d'autres passent derrière pour creuser leurs fondements. Une mosquée est même construite sur le même terrain, alors que la question n'est pas encore tranchée. Je me rends compte un jour qu'ils sont venus travailler, vouloir construire à côté de la garderie. Et je suis intervenue parce qu'à chaque fois j'appelais la DESCOS et la DESCOS les arrêtait. Et ce jour-là, on appelle la DESCOS, je dis écoutez, on n'y peut rien, ils ont un permis de construire. Et je dis mais comment ils ont un permis de construire? Ah, allez voir l'urbanisme, ils ont un permis de construire. Donc nous, on est parti à l'urbanisme. On a rencontré là la dame qui est là-bas et on lui a posé on a trouvé les secrétaires en premier. On a dit à nous, c'est pas nous qui faisons les permis de construire, il faut aller à Djahaï. Quand on est venu à la mairie de Djahaï, dit non, nous ne sommes pas des techniciens. Si on les a donné des permis de construire, c'est parce qu'il y a eu l'approbation de l'urbanisme. Ils nous ont donné aussi les références du dossier. Donc on est parti voir la dame qui s'occupe là-bas de l'urbanisme. Celle qui était là-bas avant est à la retraite. Et donc la nouvelle qui est là-bas. On a posé les papiers, on lui a posé tout, on lui a demandé comment ça se fait. Il dit oui, parce qu'ils ont des papiers, c'est pour ça qu'on a pu les faire. Ils ont un permis ils ont un délibéré qui date de je ne sais pas quelle date, 2000 et quelques. Et en même temps, ils ont aussi ils ont payé un morcellement ou je ne sais pas quoi. Et je dis mais attendez, eux ils sont venus déposer leurs documents en juin. Vous leur faites un permis de construire avec un délibéré. Pendant cette même période, nous on est venus avec un décret présidentiel pour que vous nous fassiez un permis de construire pour une école de boucherie, que vous nous avez refusé parce qu'on n'avait pas encore le bail. Alors, est-ce qu'un décret présidentiel vaut moins qu'un délibéré de la communauté rurale? Le 4 juillet 2012, la commission des opérations domaniales prononce un jugement en sa faveur. Pourtant, elle est condamnée un mois plus tard, le 2 août 2012. Les voilà, les trois têtes de son serpent. Le cadastre de Pikine, le maire de Sangalkam et la présidence de la République. Entre ces trois administrations, les jugements s'y perdent, au point que Maguette ne sait plus qui fait quoi. Contactées, les dites administrations n'ont pas répondu à nos demandes d'interview, mais face à la complexité et à la sensibilité de l'affaire, nous y reviendrons plus tard dans une enquête plus poussée, une fois que nous aurons la version des faits de tous les protagonistes. Aujourd'hui, en tout cas, Maguette se bat pour plus de justice, dit-elle, pour son pays dont elle veut encore croire à la loyauté, pour elle, pour les personnes qu'elle veut aider surtout, mais aussi pour tous les Sénégalais vivant à l'extérieur qui, comme elle, se sentent malmenés par l'administration de leur propre pays. Combien de mes consoeurs ou confrères sont venus ici, même dans nos propres parents, qu'on a envoyé de l'argent jusqu'à crever et qu'on ne trouve même pas une case qu'on nous a construite? Combien sont venus pour mettre des projets en place ici et qui finalement qui retournent dans le Kaja pour là-bas et qui ne disent plus jamais? Parce que tellement il y a eu l'escroquerie, tellement qu'on est peut-être mal comme... C'est vrai que moi, au début, quand on me disait toi, je me fâchais, mais je me rends compte quand même aussi, quand on vit quelque part très longtemps, il y a quelque chose qui déteint en soi. Le jour où j'ai su ce que c'est que la Khalis Betiman, je me suis dit, mais attends, ils se foutent de nous. Notre argent est acquis. Malhonnêtement, ou bien on l'a acquis avec tellement de facilité que quand on vient ici, ils peuvent s'en servir comme ils veulent et les jeter. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils savent ce qu'on vit là où on vient? L'histoire de Maguette Diakité et de son association, aussi rocambolesque soit-elle, semble être monnaie courante dans la capitale sénégalaise. Les conflits liés à la problématique foncière à Dakar ont malheureusement de beaux jours devant eux. En cause, l'augmentation rapide de la valeur de la terre qui se raréfie de plus en plus et une spéculation jamais vue dans la capitale sénégalaise. J'attends. La grande question qu'on pose tout le temps, même les gosses me le posent. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Un tout petit peu de justice, mon Dieu. Un peu de justice. C'est tout ce que j'attends. La drogue, une substance dangereuse qui continue de faire des victimes. Biboula, après 20 ans de dépendance, nous entretient sur le sujet à cœur ouvert. Il s'est confié au micro de Babacar.
Les rues dakaroises sont prises d'assaut par des enfants, non pas pour manier, mais pour vendre des sachets d'eau, et ce, jusque tard dans la nuit. Un reportage de Likasek. Il est 19 h à la station de Castor. Nous sommes à l'arrêt de bus. Le carrefour est animé. Les embouteillages, les klaxons de voitures, des bruits provenant de partout rythment le quotidien des usagers de la route. À l'heure où tout le monde rentre chez soi après une très longue journée de travail, notre attention est attirée par des enfants qui passent inaperçus. Des enfants dont l'âge varie entre 7 et 15 ans se faufilent entre les voitures pour vendre des produits de toutes sortes, eau, arachides, bonbons et autres. Avec un air perdu, vêtus d'habits parfois très légers, sous le vent sans protection, dans une imprudence totale, ces enfants tentent d'écouler leurs produits. À cet âge déjà, ces enfants sont des marchands ambulants. À l'heure où l'enfant est censé être avec ses parents, ils travaillent. Vendre dans les rues, c'est leur travail. Issus des familles pauvres, ces enfants sont envoyés pour la plupart par leurs parents pour les aider dans la dépense quotidienne. Soxna May. Soxna May, ñaata at nga am? Xaw ma. Yow xamoo fi ñaata at nga am? Déedéet. Ban classe ngay def? Arab lay jàng. Arab ngay jàng. Yow kon jàngoo école? Déedéet. Kan moo la yónni jaay? Sama yaay. Sa yaay. Waaw. Depuis kañ nga commencé di jaay? Suba. Ci suba nga commencé. Waaw. Ban heure ngay ñëw? Dañuy wax ban heure ngay ñëw jaay? Midi lay ñëw. Waaw. Ci ban heure? 5 heures. Lan ngay jaay yow? Lu tax yow toogoo dem daara ji jaay wala nga toog kër ga di balal sa yaa nga ñëw di jaay? Xam nga ci wóorul ci tali bi ni ngay jaay. Sama yaay moo ma yar. Sa yaay moo la yónni. Il gagne entre 2000 et 3000 francs par jour, surtout en cette période de chaleur. Man. Léegi ma ñibbi. Ah. Déedéet. Boo jaay par jour ñaata nga am? Dinaa am daal. Ñaata? Dina bëri de. Ah? Dina bëri de. Nga bëgg par jour ñaata nga am? 2000. Après nga jox ko dara. Sama yaay. Jeune fille de 9 à 12 ans ne trouve aucun inconvénient à vendre de l'eau fraîche, car pour elle, aider leurs parents est une priorité. Waaw. Ban classe ngay def? Béppal ubbee 5e. Ah? 5e. Béppal ubbee waaw. Ma ñëwee vacances. Baab. Yow préféré woo la vacance ci nga nekk sa yaay mu la yóbbu nga dem ay place de Hann ay monument de la Renaissance yooyu nga jaay li tax nga préféré jaay Dama ko bëgg a jàppale rek. dañ caa bëgg a jàppale rek. Livrés à eux-mêmes, la sécurité de ces enfants se pose. Est-ce possible que ces enfants réussissent leur avenir dans ces conditions? Face à l'irresponsabilité des parents, l'État doit sévir pour préserver l'avenir de ces enfants. Le mouvement Y en a marre a alimenté cette semaine la une des journaux au Sénégal. Pour cause, l'arrestation de 3 de leurs membres à Kinshasa. Amadouba, un ex-membre du mouvement, n'a pas été en phase avec la feuille de route déroulée par ses camarades. Aussi, il s'est tourné vers d'autres horizons. Il nous dit tout dans cette interview. Notre mouvement s'appelle Nitu Deug, qu'on peut traduire en français par homme ou femme de vérité ou homme ou femme véridique. Oui, comme vous venez de le dire, bon, j'étais sympathisant de Y en a marre. Déjà, certains des initiateurs, on se connaissait bien avant. L'un est un confrère, l'autre, on a partagé pratiquement la même chambre à l'université. Voilà, c'était déjà des amis avant de se retrouver dans un même mouvement. Et maintenant, depuis lors, moi j'ai quitté très tôt, je me suis retiré. Je me suis retiré et je suis resté chez moi, continuant tranquillement à faire mon travail de journaliste. En fait, l'autre mouvement a été mis sur pied par d'autres amis également qui m'en ont parlé. Au tout début, j'étais un peu sceptique parce que l'expérience que j'ai eue dans l'autre mouvement que j'avais quitté m'a laissé sur ma faim. Mais bon, comme on dit, comme je le crois, l'engagement est quelque chose d'inné en moi. C'est pratiquement, comme on dit en Wolof, natula quoi. Après mûre réflexion, je me suis dit pourquoi pas, puisque c'est un autre mouvement qui a des principes et des valeurs à défendre pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde entier. Pourquoi pas apporter ma petite expérience. Aujourd'hui, en tout cas cette semaine, la semaine passée, Y en a marre a été l'actualité. Et quelle est la lecture que vous avez faite de cette actualité? Oui, déjà heureusement que, voilà, que ça s'est terminé
de la manière la plus positive possible, parce que ces frères-là sont rentrés au Sénégal. Mais maintenant, n'empêche, il y a des questions. Hein. Moi, je me pose des questions que pratiquement beaucoup de Sénégalais ou tous les Sénégalais se sont posées. Quelle a été leur motivation? Qui a été derrière ce voyage? À quel titre ils sont allés là-bas? Que je sache, ils n'ont pas été envoyés par l'État du Sénégal. Peut-être, c'est les ONG, les gens l'ont dit. Mais moi, ce qui me gêne dans tout cela, ils ont été le bras armé d'ONG pour aller dans un autre pays d'Afrique, la RDC en l'occurrence, et soi-disant pour former une société civile, pour former des jeunes à un éveil des consciences. Je me pose une autre question. La RDC, y a-t-il pas d'opposition en RDC? Y a-t-il pas de jeunes conscients qui savent pertinemment mieux que quiconque la spécificité de leur pays, de l'actualité politique chez eux? Et puis la RDC, c'est un pays immense avec tellement de problèmes internes que amener des jeunes, soi-disant à vouloir former d'autres jeunes de la RDC, ça me pose un peu problème. Je fais un parallélisme. Si c'est véritablement pour aider la société civile de notre pays à prendre son destin en main, il y a le Togo, qui est un petit pays, qui n'a pas les mêmes problèmes que la RDC, et qui s'achemine vers une élection présidentielle, avec un président qui risque d'accaparer le verdict. Là, pourquoi pas le Togo et pourquoi la RDC? Il y a tellement de questions que je me pose. Maintenant, moi, ce que je dis, et un conseil que je donne à ces mouvements-là, si je peux me permettre de leur donner des conseils, c'est de ne jamais accepter d'être le bras armé de puissances étrangères. Parce que moi, je crois en un proverbe malien qui dit que deux chèvres se battent dans l'enclos est préférable à l'intermédiation de liens. Ça veut dire que nous ne devons pas accepter qu'on nous montre les uns les autres. On peut être divergent dans les idées, dans la vision de notre pays, dans la direction où on veut pousser notre pays. Mais sur l'essentiel, il faut que l'on sache que nous partageons le même pays là, que l'on n'accepte pas d'être divisé par des puissances étrangères. Et donc du coup, là, vous faites un constat qui est bien, vous donnez des conseils. Est-ce que vous prenez en compte d'ailleurs, pour revenir à votre mouvement, à ces conseils-là aujourd'hui, quelles sont les méthodes, la procédure et en tout cas la stratégie que vous voulez développer pour aujourd'hui? Quoi qu'on dise, les Yanomars, ils ont une notoriété. Vous, de votre mouvement-là, à avoir cette notoriété-là et à pouvoir mettre en valeur ce que vous dites aujourd'hui. En fait, nous ne sommes pas dans cette logique de notoriété. Nous, ce que nous faisons, c'est véritablement des actes désintéressés. C'est le don de soi que nous prenons, la pédagogie par l'exemple. Alors nous ne sommes pas dans cette logique de compétition. Parce que moi, je me dis qu'il est heureux que le Sénégal compte des 1001 associations de la société civile. Ça renseigne d'un point de vue que les dirigeants, ceux à qui on a confié le destin de notre pays, quelque part, ils ont failli. Alors le peuple essaie maintenant de se prendre en main lui-même. Pour revenir à notre mouvement Nittu Deug, notre mouvement repose sur un triptyque. Hein. Le triptyque, c'est la restauration des valeurs morales, sociales, africaines et humanistes. Donc nous brassons large. Donc le second volet, c'est le respect des libertés publiques et le renforcement continu des acquis démocratiques. Parce que la démocratie n'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est une quête. À chaque fois, on tend vers. On n'est jamais satisfait de la démocratie. Parce que avant la démocratie, il y avait d'autres systèmes. Si on peut aller au-delà de la démocratie, pour créer un autre système plus viable et plus prospère, hein, qui nous apporte la paix et le développement, nous sommes preneurs. Le troisième pilier sur lequel Nittu Deug s'appesantit, c'est la conscientisation des masses. Nous pensons que les masses sont tout le temps, ont été laissées en rade de tout temps, hein, toutes les politiques qui sont passées. On nous bluffe pratiquement. Maintenant, il est temps qu'on conscientise ces masses-là, surtout la frange jeune. Éco-village, c'est un acronyme très répandu dans les débats.
Ousmane Alipam, président du réseau mondial des écovillages, nous en parle un peu plus. Il était au micro de Ndeye Anta Dia. Condamne les populations à la malnutrition, aux maladies liées à la pollution. Et donc, il est important qu'à ce moment-là, qu'on puisse faire des efforts. Malgré la pertinence de son plan d'action, le réseau des écovillages fait face à quelques contraintes. La première contrainte, bien sûr, c'est que ce que nous faisons sur le terrain, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas connu du grand public. Ce n'est pas connu donc des grands décideurs. Et puis, donc il y a ce volet de communication-là. Aussi, le changement des mentalités. Et même aussi la prise de décision au niveau gouvernemental. Parce que moi, je suis fondamentalement contre cette déforestation pour créer des rizières. On parle de l'autosuffisance en riz pour le Sénégal, mais je pense que c'est extrêmement catastrophique pour l'environnement. Donc, de détruire les forêts, c'est tout ce que nous sommes très vulnérables. Nous sommes à quelques mètres du désert du Sahara. S'il faut éliminer les arbres pour mettre du riz, ça veut dire que les gens vont mettre beaucoup de pesticides après, les gens vont mettre beaucoup d'insecticides, ils vont encore tuer cet environnement qui est très fragile. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a des efforts à faire. La jeunesse étant le maillon fort pour un développement durable, le réseau des écovillages lance un message aux jeunes pour une action synchronisée afin de sauver la terre. Absolument qu'on prenne donc des décisions hardies, que les populations se mettent en ordre de bataille pour pouvoir créer donc des communautés résilientes qui peuvent s'adapter au changement climatique, qui peuvent aussi faire reculer toutes ces conséquences néfastes qui nous proviennent donc des changements climatiques. Si jamais les objectifs du réseau des écovillages sont atteints, le monde rural pourrait prétendre à une autonomisation grâce au consommé local, mais aussi le phénomène d'exode rural serait fortement réduit. L'avant 23 mars, foyer de toutes les tensions, les femmes libérales avaient également soutenu leur frère Karim Wade. Nous avons assisté à leur réunion. Keba et Baba étaient à la permanence du PDS. Les femmes libérales prêtes à tout pour soutenir le fils de leur secrétaire général, Karim Wade. Nous sommes toutes des mères, des citoyennes, et la situation politique et économique de notre pays ne nous épargne pas. C'est pourquoi il nous faut dénoncer au plus haut niveau le recul des droits et libertés, la dictature et une justice sélective qui s'abat sur notre parti et ses responsables. Elle juge que Macky Sall utilise l'article 80 pour mettre à garde à vue les responsables de leur parti, comme Maître Amadou Sall et Aïda Ndiaye. Aujourd'hui, l'article 80 est devenu une arme destinée à une catégorie de citoyens uniques, les libéraux. Le régime du président Macky Sall l'utilise depuis 2 ans pour terroriser nos leaders. Je cite Samuel Sarr, Massali, etc. Ces femmes regroupées au sein de leur permanence concoctent un plan de riposte pour le 23 mars prochain. Macky n'a qu'à ouvrir d'autres prisons et bien aménager. Nous sommes prêts à y aller. Nous avons nos stratégies. On ne fait pas comme les jeunes. On va se préparer à l'interne. Voilà, là, nous gardons notre secret. Donc le 23, nous irons au tribunal, comme d'habitude, et attendre les résultats. Si ça va, nous allons rentrer chez nous. Mais si c'est le contraire, nous allons nous défendre. Le régime de Macky Sall est un régime de dictature. Elle se donne rendez-vous le 23 pour le dénouement du procès de Karim Wade. Ce dernier est le candidat du PDS. Et c'est cette note qui met fin à notre 2e numéro de Actu News. Merci Yandé. Merci Fanta. Merci Baba, merci Keba, merci à toute l'équipe de Adio News et merci à vous qui nous suivez sur www.adionews.info. À la prochaine.